Bonjour, Monsieur Carl. Bonjour René. C'est un honneur et un plaisir, surtout un plaisir, que vous soyez sur notre plateau à TV communautaire de la vallée de la Matapédia. Je suis vraiment content d'être ici. Tu as fait un long voyage pour venir. Oui, effectivement. Ça prend combien de temps à peu près? Ben, ça dépend. Pré-COVID, ça prenait. Il faut Oui. dire que tu vis en Chine, là. Ouais, Je l'ai exact, pas c'est dit. ça. Oui, c'est ça, je vis en Chine. Donc, ça fait que de la Chine à Amqui, hein, généralement, ça me prenait, pré-COVID, ça me prenait peut-être 30 heures, je te dirais. Là, la dernière fois que je suis venu, tu sais, le COVID, tout est plus compliqué. Ça a pris porte à porte, je dirais à peu près quarantaine d'heures de voyage. Il y a des escades, là. Oui, c'est ça. Là, cette fois-ci, j'ai fait une escale en Europe à Francfort, mais Montréal après, quand même. OK. Puis après ça, Montréal jusqu'ici en voiture. Tu sais qu'à TV communautaire, là, j'ai passé, pardon, une vingtaine de personnes. Il y a une personne de 101 ans, OK. une madame, Bouliane. Oui. J'en ai passé 4, 5 de 90 ans et plus. OK. Les autres, 80. Le plus jeune, je crois, il y avait 68. OK. Et ce matin, j'ai le plaisir, je dis bien le plaisir, de passer le plus jeune. OK. Parce que ça s'appelle l'héritage. Et toi, tu as un vécu plus qu'intéressant. Je vais essayer de le découvrir avec toi. Parce que, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas des années. Et c'est ton cas. Corneille qui a dit ça. En 1600. En 1600, je veux dire. OK. Lui, il avait trouvé quelqu'un, à peu près comme toi, je m'imagine. Puis il répétait ça souvent. Alors j'ai dit, moi, je vais y répéter pour la première fois. Probablement qu'il y en a d'autres qui l'ont dit. Mais ça me fait plaisir. Plaisir partagé, c'est sûr. Parce que, je vais faire une petite parenthèse, si je porte le chapeau aujourd'hui, sais-tu pourquoi? C'est ta mère. Elle dit, ce chapeau-là, il faut le donner à René Canuel. OK. Alors, ta mère est décédée, tu le sais. Bon. Oui. Et Donald arrive, ton père, il dit, le chapeau est à toi. Vive le chapeau de ta mère. Ouais, ça a comme un petit côté aventurier, là. C'est bon. C'est parfait. Toi, as-tu connu tes grands-parents? Oui, j'en ai connu 3 sur 4. Peux-tu dire dans quelles circonstances, qu'est-ce qui te reste de tes grands-parents? Ils sont décédés, là. Oui, ils sont tous décédés maintenant, mais j'ai eu le plaisir d'en connaître 3 sur 4. Mes souvenirs, mon plus lointain souvenir, c'est ma grand-mère maternelle, Malvina, mais je ne l'ai pas vue beaucoup parce que j'étais très jeune quand elle est décédée, mais j'ai encore un souvenir de quelqu'un vraiment généreux, très, très généreuse. T'avais quel âge? Et je devais avoir 7 ou 8 ans, 5-6 ans, à peu près, vraiment, vraiment petit, mais je m'en souviens. Tu t'en souviens? Oui. Puis après ça, je me souviens dans le fond, mon grand-père maternel, Ulrich. Ulrich, lui, est mort, il est décédé à 99 ans, presque à 100 ans. Puis c'est pas surprenant parce que c'était quelqu'un, je trouvais, d'énergique, aussi très généreux. C'est des gens généreux, travaillants. Tu sais, ultimement, c'est un peu, je trouve que la transition entre, mettons, une vie simple, puis un peu la vie que mes parents ont commencé à vivre, puis que moi, je pense que j'ai un peu vécu aussi de voyager, puis à l'internet. Ben, c'est eux, dans le fond. Cette transition-là d'une vie, mettons, vraiment difficile, je dirais, à donner l'opportunité à leurs enfants, à eux, qui sont mes parents, d'aller à l'université, d'enseigner, de voyager, ben, c'est eux. C'est leur travail, c'est leur générosité à eux. Puis ma grand-mère paternelle, Qui est au Nouveau-Brunswick. qui est au Nouveau-Brunswick, Bertha Bro. Elle aussi, c'est la même chose. Ils ont vraiment tous ce point-là en commun. Hein. C'est des gens qui ont un peu sacrifié eux-mêmes, je pense, pour être capables de donner à leurs enfants à eux, puis que nous, on a récolté. Elle avait un élément de plus d'être quelqu'un de
créatif aussi. Et c'est une autre dimension. Créatif, elle avait un magasin, c'était une entrepreneur. Fait que j'ai l'impression que là, il y a un petit peu d'ADN qui est descendu là, de ça. Là. Peut-être beaucoup. Fait que mais j'ai vraiment des excellents souvenirs de tous mes grands-parents. C'est un grand bonheur. De tes parents, comment tu fonctionnes avec ton père? Comment tu fonctionnes avec ta mère? Avec mon père, je pense que mon père, c'est le fun parce que c'est évident que, tu sais, moi, je suis entrepreneur. Finalement, aujourd'hui, j'ai toujours... puis mon père, ben, c'est mon père qui a ouvert la voie. Lui aussi est un entrepreneur. Vous avez fait son entrevue, puis un entrepreneur à succès ici dans la région. Je le vois pour cet aspect-là, c'est un peu un exemple. Même pour moi aujourd'hui encore, là, des fois, j'essaie de réfléchir, des fois, comment mon père parce que je le vois toujours comme quelqu'un de pragmatique, quelqu'un de gentil, qui tient compte des... Tu sais, en affaires, il faut savoir, les affaires, c'est entre des gens. Hein? On pense que c'est entre des entreprises, mais ultimement, c'est des gens qui se parlent à d'autres gens. Puis tout ce côté-là humain, tenir compte d'une problématique, pas juste du côté affaires, mais du côté humain, là, je pense que mon père a toujours eu ce skill-là, plus que moi-même. Puis évidemment, c'est quelqu'un d'agréable, qui aime faire des jokes tout le temps. Cet élément-là fait que c'est toujours un grand plaisir de revenir, de passer du temps avec lui. Je lui ai conseillé d'écrire un volume avec ses histoires. C'est tellement... Tu pourrais. Ah oui, OK, parfait, on part une business, là, je pars. N'importe quand. Je veux dire, c'est un album de farce, puis de livrer, tu sais, de façon, tu sais, un vrai pince sans rire, dans le fond. Tu sais, c'est souvent avec mon père qui était à peu près rendu à la moitié de l'histoire, puis il était en train de te poser la question, bon, ça, c'est une vraie histoire ou c'est encore une joke? Ça vient là, la qualité de la préparation, là, ça fait que toujours un super plaisir d'être avec mon père, c'est sûr. Pas avec ta mère? Avec ma mère, elle, évidemment, c'est un grand plaisir aussi, elle me manque beaucoup. Elle, dans le fond, ma mère, c'était une bougie d'allumage. Fait qu'elle, dans le fond, était pleine d'énergie, tu sais, de voyager à travers le monde. Puis elle avait un petit côté boss, là, un petit côté patron là, aussi, là, tu sais, que c'est elle qui décide, dans le fond, quand elle était là, qui était, bon, écoute, ça a du bon et du mauvais, tu sais. Des fois, ça nous tente pas que quelqu'un décide, mais des fois, ça nous tente aussi que quelqu'un décide pour nous, tu sais. Ça fait que des fois, c'est le fun, des fois, c'est pas le fun, mais tout était en même temps. Ça fait que de toute façon, c'est elle qui décidait. Fait que, mais elle aussi, elle décidait des choses de... Tu sais, quand j'étais jeune, on a voyagé, on s'est fait pousser à faire des... Eux-mêmes, dans le fond, par l'exemple qu'ils ont eu, c'était toujours des gens d'énergie. Puis c'est comme... J'aime dire que, mettons que t'es là, puis il y a une montagne, tu sais, on est ensemble, là, puis il y a une montagne en avant de nous. Il y a des gens qui aiment rester en bas, puis regarder la montagne, puis c'est beau, puis c'est parfait, tu sais, des gens comme ça. Il y a des gens qui aiment mieux monter la montagne, être en haut de la montagne, puis assis en haut de la montagne, regarder autour, puis c'est beau, puis ils l'apprécient. Mais il y a du monde un peu curieux, là, qu'eux autres, leur plaisir, là, c'est de grimper la montagne. Puis quand ils ont fini de grimper cette montagne-là, ils sont en haut, ils redescendent pour aller retrouver une autre montagne à grimper. Ça, c'est nous autres. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Toi, tu as fait ton école primaire à Amqui? Oui, oui. Aurais-tu un souvenir de ces années-là, là, de première à sixième année? Là? Oui, bien moi, j'ai fait les deux, en fait. J'ai fait première à troisième année à Caron, puis j'ai fait quatrième à sixième année à Sainte-Ursule. Fait que je pourrais presque écrire le livre Michelin des écoles secondaires primaires. J'ai fait la polyvalente aussi. Fait que dans le fond, ben écoute, c'est des souvenirs d'un petit garçon à l'école, là, mais tu sais, j'ai toujours aimé apprendre. Fait que je suis quelqu'un de fondamentalement qui aime apprendre. Fait que j'ai toujours aimé ça. J'ai aimé l'école. Je suis le bizarre là, dans la classe là, que lui, en fait, il aime ça d'être là. Ça fait que les souvenirs que j'ai, mais j'ai beau souvenir l'école Caron, c'est quand même d'être dans la cour de récréation, puis s'amuser. Tu sais, je suis très, très petit. Là. Je me souviens qu'il y avait le gymnase là, au milieu, là, un petit peu plus bas que les classes qui étaient à côté. Je me souviens, c'est drôle, hein, de Desjardins, qui avait un petit programme à ce moment-là qui venait, il fallait apprendre comment économiser, on mettait un petit peu d'argent, puis ça, je me rappelle de ça, je sais pas pourquoi, c'est peut-être le côté déjà business qui sort. C'était pas envoyé 25 cents en film. Oui, c'est ça. Non, je pense pas, je pense que celui-là, il était pour nous autres, c'est le même 25 cents.
Puis après ça, à Saint-Ursule, je me souviens, on avait fait un voyage à un moment donné. J'étais comme, je pense que c'était président de classe en 5e ou 6e année. Puis on avait organisé un voyage, on avait fait un spectacle, il fallait ramasser de l'argent, on avait fait le tour de la Gaspésie. Puis c'est ça, c'était la première fois, en fait, que je faisais le tour de la Gaspésie. Puis, fait que c'est ça. Ça fait que j'avais bien... Mais c'est des bons souvenirs, c'est sûr. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes frères et sœurs. Et vous avez une affinité entre vous autres. Peux-tu lui dire quelque chose à ton frère? Ah, mon frère, à mon grand frère, mon Dieu. Un homme, comment je pourrais bien dire, très occupé, mais malgré tout ça, je sais que j'ai toujours pu compter sur lui. Donc, ça reste mon grand frère, même si depuis que je suis jeune, hein, Carl a volé de ses propres ailes assez tôt. Mais je savais toujours, quand il revenait, ou peu importe, j'avais eu besoin de lui, qu'il serait là pour moi. Donc, ça, c'est vraiment... C'est précieux. C'est précieux. Puis j'ai été gâtée aussi. Il me gâtait parce qu'il gagnait des sous et tout ça. Puis il m'achetait toujours des beaux cadeaux. Je me souviens, dans le temps, il y avait des Walkman, là, des baladeurs. Et j'en avais eu un Sony. Puis j'ai encore les écouteurs qui sont tellement incroyables que je les porte encore tellement qu'ils étaient sophistiqués pour le temps. Donc... C'est lui qui l'a payé. Oui, de sa poche. Donne-moi donc un défaut. Défaut, mon Dieu Seigneur. Il y a 99 qualités, là. Mais trouve un défaut. Oui, mais... Il n'est pas écriveux. Hein? Il n'est pas écriveux. Tu sais, pour envoyer des petits coucous, là. Tu sais, moi, je peux se dire, ah, allô, mon grand frère, je m'ennuie, je t'aime, j'ai hâte de te revoir. Carl, oui, c'est cool, merci. C'est une phrase, un homme de peu de mots. Autrement dit, il est rationnel. Très rationnel. Trop rationnel un peu, peut-être. Il y a cette ration de rationnel. Oui. Donne-donc, quand vous étiez jeune, là, un voyage que vous avez fait ensemble ou un souvenir pour y raconter, non? Souvenir, on en a quelques-uns. Je me souviens, entre autres, d'un que c'était comme, mon Dieu, j'étais bien sûr bien plus jeune de 3 ans. On était allé à Las Vegas. Il faisait chaud, hein? Puis là, on débarquait dans des campings. Mais là, Carl, lui, il réussissait toujours comme à se faire une petite connaissance nouvelle. Fait que là, je me disais toujours, il est où, Carl? Et là, Carl était parti en anglais pour parler avec la petite madame. Fait que là, il parlait, mais en tout cas, il devait traduire des choses des fois. Donc, il était conquérant, même dans les terrains de camping. Mais moi, durant ce temps-là, je m'occupais des petits chiens des voisins. Où s'il y avait un petit chien, moi, j'étais toujours là pour aller prendre soin des animaux des autres. Ça veut dire que les filles courent après toi. Si j'ai Dans cet compris. exemple-là. Hein, si Dans j'ai compris. cet exemple-là, oui. Une des conclusions de l'exemple, c'est ça, à Las Vegas. Mais il dit ce qui se passe à Vegas, normalement, reste à Vegas. Ah, mon tu sais. Dieu! Ouais, mais là, je ne savais pas dans ce temps-là. Moi, j'étais trop jeune. Mais toi, là, quand c'est ta sœur, évidemment, est-ce que ça faisait ton affaire d'avoir une autre personne à côté de toi? Mais l'histoire, le début de l'histoire, c'est que c'est moi qui a 3 ans, qui pleure, puis qui cherche des amis partout, puis qui n'a pas de petite sœur. C'est ça le début de notre histoire, là. Donc, puis qui voulait avoir une petite sœur, puis qu'on était allé la trouver, puis, tu sais, je veux dire, c'était un grand plaisir, c'est une grande joie, là, c'est sûr. Puis ça a toujours été ça pour moi, tu sais, dans le fond. Mais je pense que la complicité, l'intimité, c'est facile à sentir, là, ça a toujours été, c'est important pour moi. Je suis de peu de mots, mais beaucoup d'émotions quand même en arrière, là, c'est ça. Toi, tu t'es senti accueilli très jeune par lui? Oui, moi, j'ai jamais senti de différence. Non? Même si Carl, on est 2 profils complètement différents, puis c'est correct, il n'y a personne qui est scanné pareil. J'ai jamais senti de différence. J'ai toujours été ici comme aimée inconditionnellement. Donc, assez que moi, quand du monde disait « Ah, tu ressembles à ta mère, tu ressembles à ton père », moi, j'avais mes 2 petites messes et hanches, puis je disais « Non, non, moi, je suis adoptée ». Fait que moi, j'étais très, très bien avec ça, j'étais très claire, on m'avait choisi, puis aimée, puis ça, j'ai jamais eu de doute là-dessus. Es-tu allé en Chine, toi? Oui. Comment t'as trouvé ça la première fois?
Ben, c'était la première fois, c'est toute une péripétie, mais j'étais chanceuse d'avoir mon sauveteur ici présent, parce que c'est tout un voyage, ça, il y en aurait là à raconter, on pourra se faire une petite émission là-dessus, si tu veux. Non, j'ai adoré mon voyage, j'ai été gâtée parce qu'il m'a invité, comme j'avais eu une opération à la hanche, quand il s'est marié en Chine, j'ai pas pu y aller. Parce que le fait de faire de l'avion et tout ça, je n'étais pas assez guérie, ça faisait juste comme 6 mois. Et pour mes 50 ans, ils m'ont invité à aller en Chine. C'était un beau mariage? Ben moi, le mariage, je ne l'ai pas vu. J'étais allée après. Après le mariage. Après le mariage, c'est ça. Fait que j'ai été chanceuse, je l'ai eu à moi toute seule. Fait qu'on en a bien profité. Si je comprends, tu es marié en Chine? Oui. OK. Puis tu es allé après le mariage? Oui, après le mariage. Tu ne pouvais pas y aller pour le mariage à cause de C'est cette ça. opération. C'est ça. Mais est-ce que tu as été dépaysé? Oui, il n'y a rien à voir, là. À part un M du McDo, là, je veux dire. Puis du poulet frit Kentucky, là, PFK, il n'y a pas grand ressemblance, là. C'est vrai? Je cherche pas une affaire, là. Non. Non. Mais tu aimes les mets chinois? Oui, mais on n'a pas à manger. Hein? Non, pas tant que ça, finalement. Ouais. Non. Le dernier mot, tu dis? Bien, que j'ai dit hâte de le revoir. Hein, parce que c'est toujours un plaisir. Puis, on sait que la vie, des fois, elle peut tourner, elle peut prendre une sorte de tournure. Fait que moi, j'essaie de... En vieillissant, hein, c'est le fun quand même. Il faut prendre les belles choses quand on vieillit. On veut acquérir tous ces beaux petits moments-là. Puis, on veut pas en échapper, surtout, pour dire « j'aurais donc dû ». Donc, ça, c'est pour ça que je suis toujours contente de le revoir. Je te reprends un peu. Tu dis, on vieillit, vous êtes tout jeune. Oui, bon, on est tout jeune, mais quand même, il faut apprendre quand même. Hein. Je veux dire, il ne faut pas attendre nécessairement d'être rendu... À 85 ans? Oui, pour réaliser des affaires. Fait que moi, ça, je suis vraiment contente de tranquillement cheminer vers ça, puis de profiter au maximum de ce que j'ai présentement. Toute beauté, je te remercie. Merci beaucoup. Merci, Marie-Claude. Tu es dans une compagnie. Appelles-tu ça une compagnie? Oui, c'est une compagnie, oui. Simon. Mhm. OK, ça ici. Une belle photo. Oui, merci. Merci à Photoshop aussi, d'ailleurs, que je voudrais remercier dans le cadre de Alors, l'entrevue. toi, viens regarder ça. Donald Bro. Carl Bro, pas Donald, Carl Bro. Tu as été dans les lauriers. Tu as été dans les tops, dans les 10. OK, oui. Il y en avait combien qui pouvaient appliquer à ça? Là? Je ne sais pas. C'est comment ça s'est passé? C'est comme quand j'ai gagné la médaille du Conseil canadien des ingénieurs en 1999 au Canada, tu sais. Je ne sais pas, tu sais, on se fait appeler, puis bravo, tu sais, c'est comme, ça arrive vraiment comme ça, là. Donc, moi, je pense que, puis il y a eu quelques listes comme ça. Ça, c'est la reconnaissance, en fond, des entrepreneurs étrangers qui sont actifs en Asie. Mais C'est ça, c'est le même, le même gars. Il va le prendre. En Photoshop, peut-être un peu plus. Ouais. Pas sûr que ça se ressemble tant que ça, mais bon, c'est le même gars à l'origine. Ouais. Ce que je voulais dire surtout, c'est que, c'est ça, il n'y a pas eu de processus d'application, rien, mais à cause de la pandémie, étant donné que moi, j'étais en Chine, dans le fond, de 2020-2021, j'étais souvent appelé à faire des entrevues, à témoigner, à expliquer comment nous, on avait passé à travers comme entreprise. Donc, ça m'a donné quand même une certaine visibilité là, dans les médias. Fait que là, je pense que ça a attiré l'intérêt peut-être de certains magazines ou des organisations comme ça qui m'ont contacté. Puis, c'est ça. Puis, à un moment donné, j'ai eu un appel de APAC Entrepreneur qui ont dit que j'avais été nommé. En tout cas, je te félicite. Merci. Ta compagnie à toi, décris donc le travail que votre compagnie Parfait. fait. Oui. Fait que moi, je suis ingénieur, évidemment. Ça fait que là, dans le fond, ça a grandi aussi. Donc, à la base, étant donné que je suis ingénieur, il y a souvent des compagnies à l'étranger, dont au Canada, qui veulent acheter un produit en Chine. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en Chine. Mais en Chine, tu peux faire des choses simples, comme, mettons, le verre qui est là sur la table, bien, c'est simple. C'est pour ça c'est facile de trouver un fournisseur. Tu n'es pas obligé de trouver une entreprise spécialisée. Mais si tu veux acheter un produit compliqué, par exemple, tu as des plans pour faire une éolienne, par exemple, bien là, ça prend quelqu'un local
idéalement, qui peut comprendre ton besoin, tes plans, puis peut-être même trouver les bons fournisseurs, s'assurer que la qualité, faire le suivi, c'est ce qu'on a fait beaucoup, OK? Puis à partir de 2016, à peu près, on a commencé à faire de l'assemblage de produits. Donc, on a une usine, on a une ligne d'assemblage. Donc, dans certains cas... En Chine, à Shanghai. Dans certains cas, encore, c'est le même exemple. Typiquement, c'est un client qui veut fabriquer un produit en Chine, qui veut trouver quelqu'un qui va l'assembler, mais qui veut protéger le secret de son produit. T'sais. Donc, nous, on protège parce que c'est nous qui assemblons. Parce que, donc c'est ça. On fait soit de l'achat technique, on fait aussi de l'assemblage. Puis, étant donné que je suis présent en Chine, bien, on fait du service aussi. Ça fait que des fois, des entreprises, mettons, on travaille même directement, par exemple, pour le gouvernement du Canada, par exemple, qui ont besoin de faire des mandats, de faire du contrôle de la qualité ou du support, ou des entreprises qui ont acheté d'autres, puis qui veulent... Puis on a... À travers le service, on aide beaucoup d'entreprises canadiennes. Là. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont différentes activités en Asie ou en Chine on peut les dépanner à plusieurs niveaux. Là. Comment se fait-il que la Chine se développe autant? Moi, je pense que c'est une bonne question. Hein? C'est une grande question, finalement, parce que c'est évident qu'il y a quelque chose dans le système qui fonctionne bien. Bon, premièrement, il y a quand même un facteur démographique qui est important, là, la population. Hein? C'est sûr que du fait que la population est là, ultimement, le moteur d'économie, c'est les gens qui achètent des produits ou des services. Donc, c'est bon. Mais là, tu regardes l'Inde aussi, la population, puis c'est beaucoup plus lent comme progression. Je dirais que, tu sais, là c'est un ingénieur qui parle, OK? Xi Jinping, c'est un ingénieur, OK? Puis, vécu de l'intérieur, là, la Chine, là, quand on voit le développement, on dirait qu'ils font beaucoup... C'est le développement du train haute vitesse. Ils utilisent beaucoup la technologie. C'est comme une façon pragmatique de faire du développement. C'est moins politique, c'est plus affaires, business, technique, on dirait. Même dans le cadre de la pandémie, je trouvais. Tu regardes la façon de résoudre les problèmes. C'est là que sont sortis les codes QR, les passeports vaccinaux, les façons de détecter les tests rapides. On dirait que c'est beaucoup de résolution de problèmes par technologie pragmatique. Dans le fond, au lieu de dire des gens qui ont une opinion, que là, tu essaies de faire plaisir un peu à tout le monde, je sais pas. On dirait qu'il y a moins de ça, puis un peu plus de technique. Je pense que c'est peut-être un élément, mais je sais pas. C'est une question... ultimement, les historiens auront le fardeau d'y répondre véritablement. Là. Mais vécu de l'intérieur, c'est le feeling que j'ai. C'est une croissance qui se fait beaucoup sur la technologie. Les Chinois, en général, sont très faciles à adopter les nouvelles technologies. Comme tu as fait mention un peu plus tôt dans l'entrevue, tu recules de peut-être 50, 60 ans, bien, on donne l'argent pour aider les jeunes Chinois qui ont la difficulté à se nourrir. Là. C'est la vraie situation en Chine. Fait qu'à ce moment-là, la Chine est mettons, à la base de la pyramide de Maslow. Là, ils ont la peine à servir à leurs besoins de base, là, qui se nourrir, se loger. C'est vraiment un problème important. Il y a de la pauvreté terrible, au point qu'il y a certaines personnes qui ont de la difficulté à manger. Canada. Je pense que c'est pire qu'au Canada. Ouais. C'est peut-être sur que... Oui, je pense que même à ce moment-là, c'est pire qu'au Canada, même au moment où le Canada est à son pire, là, qui est plus au début des années 1900. Mais pourquoi je mets l'emphase là-dessus, c'est que de là est rentré le progrès. Mais le progrès s'est fait tellement rapide qu'on dirait que les Chinois, en général, maintenant, sont habitués à ce que ce qui fonctionnait l'année passée, c'est différent cette année. Puis il y a comme cette acceptation-là au changement là, qui est reconnue. Il y a des exemples, par exemple, en Chine, mais il y a déjà plus de cash, on n'a plus de carte de crédit. On peut s'en servir si on veut, mais essentiellement, tout est fait par téléphone. Puis cette adoption-là s'est faite beaucoup plus rapide là-bas. Ici aussi, on peut utiliser un téléphone pour payer, Apple Pay et tout. Mais là-bas, en 3 mois, 60% des transactions... Entre le moment où c'est sorti d'acheter avec un téléphone et 3 mois plus tard, il y avait déjà 60% de la population qui payait par son téléphone. Ici, je pense que 5 ans après Apple Pay, je pense qu'il y a moins de 3% de la population qui s'en sert. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de chômage?
En général, c'est pas trop pire. Ça dépend des régions. Hein. Ouais. Puis la Chine, c'est un peu ça aussi. On parle de la Chine, mais tu sais, si tu parles de la Chine comme Shanghai ou tu parles de la Chine d'un petit village très loin, là, c'est très différent. En général, les taux de chômage sont plus élevés qu'au Canada, OK? Mais pas au point où il y a un problème de chômage. Je dirais, c'est à quelque part, il y a comme un genre de taux de chômage qui est relativement sain, là, pas au point où ça met les entreprises en crise de main-d'œuvre, puis pas au point où tu as une grosse partie de ta population qui vit sous le sceau de pauvreté. Les hôpitaux et les écoles, est-ce que c'est gratis? Encore, ça dépend des villes. Fait que si tu es à Shanghai, par exemple, c'est jamais vraiment gratis. Hein? fait que si tu payes à l'intérieur de tes impôts, dans le fond, si tu es un citoyen local, oui, pour les soins de base, c'est inclus dans le fond dans ton. À Shanghai, ça l'est, OK? Puis, généralement, les entreprises aussi payent pour leurs employés. Par contre, une des différences qui est importante, c'est que justement, si tu n'as pas si t'as pas de salaire, t'as pas de. Là, tu tombes dans des régimes qui sont vraiment. Oui, tu es couvert, mais vraiment, vraiment de base. Là. Donc, il y a certains services, dans le fond, tu as moins accès. Ça fait que c'est comme un peu entre les deux. C'est pas totalement public, pas complètement privé. Mais c'est peut-être le pays où, en fait, le système de santé ressemble le plus au Canadien. Parce que, en fait, tu es toujours couvert. C'est des fois, je pense, le niveau de couverture où tu peux aller, par exemple. Tu sais, un exemple d'une personne qui dit que le meilleur hôpital en Chine pour sa maladie, c'est à Shanghai, par exemple. Bien, lui, sur sa carte, c'est écrit que lui vient d'une autre ville. Bien, il ne peut pas aller à l'hôpital à Shanghai. Là. Ici, si ton soin nécessite d'aller à un institut de cardiologie à Montréal, bien, tu n'es pas obligé de rester à Mkoui là, pour te faire traiter. Là. Tu peux aller là. Vous savez, moi, pendant ma maîtrise, j'étais là en 91. J'étais là à la tuerie de Polytechnique. Là. J'étais étudiant, j'étais pas physiquement dans l'école. Fait que ça a été ça a été vraiment difficile. Puis même là, j'avais fait des entrevues à la télévision, ça, pour témoigner. Puis ouais, c'était très, très difficile.